Donc, je vous ai dit que je ne peux pas utiliser le tableau aujourd'hui parce que je ne suis pas tétouan. Et donc, on va juste parler. Si on a besoin, je ne sais pas, du stylo, je vais écrire sur un papier et vous le donner. Donc, j'espère que vous avez travaillé un petit peu le contrôle, comme on a dit, du 5 janvier 2020. Donc, est-ce que vous étiez capable de le faire ou bien il y avait beaucoup de difficultés? Pas difficile. C'est pas difficile. Je pense que les gens qui travaillent le cours ne vont pas trouver beaucoup de difficultés pour faire cet examen. Et déjà, je pense qu'à l'examen, ça sera encore plus facile, Inch'Allah. Donc, si vous voulez, on va commencer par la première question. C'est le calcul du plus grand diviseur commun de deux nombres. Et donc là, il faut connaître absolument l'algorithme d'Euclide, qui consiste à faire des divisions euclidiennes pour déterminer le plus grand diviseur commun. Donc, est-ce que vous avez fait le calcul? Oui. Alors, quelle est la réponse? Toutes les réponses sont fausses. Toutes les réponses précédentes sont fausses parce qu'on n'a pas donné, dans les réponses A, B, C, D, E, on n'a pas donné le plus grand diviseur commun. Et donc, c'était quoi le plus grand diviseur commun qui a calculé? Exactement, c'est 5929. C'était ça le plus grand diviseur commun. Et donc, l'algorithme d'Euclide, ça consiste à faire des divisions euclidiennes successives pour obtenir le dernier restement nul qui va être le plus grand diviseur commun. Donc là, alors là, il faut connaître absolument l'algorithme d'Euclide. Donc, si vous faites les divisions euclidiennes successives, le dernier restement nul, c'est 5929, qui ne figure pas dans les réponses. Donc, celui qui fait le bon calcul, il peut vérifier son calcul en faisant à la fin la division des nombres donnés A et B avec 5929 pour voir est-ce qu'il ne s'est pas trompé dans les calculs. Et donc là, vous voyez que vous avez deux grands nombres, A et B, et vous ne pouvez pas éviter d'appliquer l'algorithme d'Euclide. Donc là, absolument, il faut connaître l'algorithme d'Euclide. Oui? Je suis fatiguée d'attendre. Donc tu n'attends pas. Moi, je termine la leçon et on va sortir, d'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est ça pour la première question. Donc, je ne vais pas répéter, bien sûr, l'algorithme d'Euclide. Vous devez le connaître. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le premier exercice? Non, monsieur. Non, monsieur. Oui, je pense que, normalement, vous aurez sûrement une question de ce genre-là à l'examen. C'est seulement pour savoir, les gens qui ont compris l'algorithme d'Euclide, c'est tout. Maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, ça consiste aussi à calculer le plus grand diviseur commun. Là, c'est différent parce que le nombre, il est très, très grand. Le nombre A, c'est un nombre qui est très grand. C'est 11 à la puissance 31, 7 à la puissance 23, la somme. Donc, on ne va pas, c'est-à-dire utiliser la machine. Là, il faut comprendre que l'algorithme d'Euclide, on a besoin seulement du reste. Du reste de la division de A par 15. Et donc, la meilleure façon pour faire cette question, c'est d'utiliser la congruence modulo 15. Parce que si vous faites le calcul de la congruence de A modulo 15, et vous obtenez un nombre entre 0 et 14, c'est exactement le reste. Et donc là, il faut faire la congruence de 7 à la puissance 23 modulo 15. Ensuite, vous faites la congruence de 11 à la puissance 31 modulo 15. Vous faites la somme, de telle façon d'avoir un nombre entre 0 et 15. Et donc, vous avez la solution dans votre cahier, sur votre PDF. Comment on fait le calcul de la congruence? Il faut, bien sûr, aller tout doucement.
vous calculez, comme vous voyez ici, de telle façon d'obtenir une congruence modulo 1 ou modulo moins 1. Par exemple, 7 à la puissance 4, c'est congru à 1 modulo 15. Alors là, c'est très bien. On peut aller directement vers 7 à la puissance 20. Donc, c'est congru à 1 modulo 15. Ensuite, 7 à la puissance 23, c'est congru à 7 à la puissance 3. Vous faites le calcul, vous trouvez moins 2. Donc ça, c'est... ناقص واحد تردد 14. Exactement. Donc c'est la congruence, c'est-à-dire les règles simples de la congruence qui aident à faire ce calcul énorme. Et il le résume dans un calcul rapide. La même chose pour 11. Vous cherchez la congruence, 11 à la puissance, ici, 31. On trouve que 11 au carré, c'est congru à 1 modulo 15. Et donc, on passe directement à 11 à la puissance 30, ce qui donne 11 à la puissance 31, et est congru à 11, modulo 15. Et donc, vous faites la somme, vous trouvez que A est congru à 9. Donc, c'est le reste qu'on cherche. C'est le plus important, parce que dans l'algorithme d'Euclide, on a besoin seulement du reste. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait la division de 15 par 9. Maintenant, c'est facile. Et le dernier reste non nul dans cet algorithme d'Euclide, c'est 3. Et donc 3, c'est le plus grand diviseur commun entre A et 15. Lorsqu'il y a des nombres comme ça très grands, c'est la congruence qui résout le problème. Sinon, on peut même pas l'écrire sur la machine. Monsieur, pourquoi 3 n'est pas 1? Oui, pourquoi? كاس واحد. 3. Parce que 3, il divise les deux. Il divise 15 et il divise A. Ils ne sont pas premiers entre eux, A et 15. On a suivi la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc l'algorithme d'Euclide, celui qui a trouvé 1, il nous dit comment il a fait. Donc celui qui a trouvé 1, il nous dit quelle est la méthode qu'il a suivie. درت 7 au carré كتساوي لنا ناقص واحد تردد 15. Oui. رفعت لها أس 10 كتولي لنا 27 كتساوي لنا واحد تردد 15. Donc دابا انت مشيتي بلا كونغريونس ياك. وي ولكن في الاخر نستعمل الالغوريثم دوكليد ديك ا كتساوي لنا بي كا زائد ار. Oui, donc quelle est la congruence de 7 à la puissance 23 modulo 15. Moins لا قال لك شي خطأ. قال لك شي خطأ في الكالكول. Donc 7 à la puissance 23, c'est congru à moins 2 modulo 15. Moins 2, c'est la même chose que 13. Mais ce n'est pas 7. Donc vous avez dû faire une erreur dans les calculs. Donc là, s'il n'y a pas d'erreur dans les calculs, si la congruence elle est bien faite, et si vous trouvez que A est congru à 9, donc à ce moment-là, le reste c'est facile. L'essentiel, c'est le calcul de la congruence. Et il ne faut pas faire d'erreur, bien sûr. La méthode, elle est bonne. Donc, s'il y a un problème dans les calculs, c'est autre chose. Donc, il faut chercher la congruence de A modulo. Toute la question se résume dans le calcul de la congruence de A modulo 15. C'est ça. Donc, une fois vous calculez la congruence de A, le reste, c'est facile. Maintenant, on peut suivre d'autres méthodes. Mais je pense que l'algorithme d'Euclide, c'est le meilleur. Comment on va raisonner? Nous, on cherche le plus grand diviseur commun entre A et 15. Quelles sont les possibilités? 5 et 3. 1, 3, 5 et 5. 15. Il y a 4 possibilités. C'est-à-dire, si vous cherchez le plus grand diviseur commun entre A et 15, parce que ce plus grand diviseur commun, il divise 15. A, on ne le connaît pas très bien, parce que A, c'est un nombre très grand. Donc, les seules possibilités, c'est 1, 3, 5 et 15. Ce sont les seules possibilités. Mais toutes les réponses,
il y a 1, 3, 5, 15. 18, bien sûr, ce n'est pas une réponse. Parce que 18 ne divise pas 15. Donc là, il fallait absolument, si vous voulez vérifier, est-ce que 3, c'est le plus grand diviseur commun. Donc il faut que la congruence de A modulo 3 soit égale à 0. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que si 3 divise 15 et 3 divise A, ça va être un diviseur commun, mais on n'est pas sûr. Il faut chercher aussi avec 5. Donc le travail, il est un peu plus grand que le premier. Donc il vaut mieux, dès le départ, faire la division euclidienne de A par 15. Et comme ça, vous trouvez le reste. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question suivante, la question 3. Alors dans la question 3, vous avez à résoudre une équation diophantienne. Donc ce sont des exercices très classiques. Donc la première chose qu'on fait, c'est s'assurer tout d'abord, est-ce que le problème a des solutions? Donc il faut calculer le plus grand diviseur commun des deux termes de x et de y, c'est-à-dire 231 et 175. Donc on trouve que le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, c'est 7. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier après? Est-ce que 7 divise 21? C'est ça la première étape. Oui, 7 divise 21. Voilà, donc vous divisez par 7 et donc vous trouvez une équation. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis. On a le corrigé. Je vais voir pour seulement lire le corrigé qu'on a fait. Donc une fois vous divisez par 7, vous trouvez l'équation réduite. C'est 33x plus 25y est égal à 3. Exactement. Et donc là, 33 et 25, ils sont premiers entre eux. Il faut chercher une solution particulière. 33x plus 25y est égal à 1. Et on utilise, c'est la formule de Bezout, de deux nombres premiers. Il ne faut pas chercher une solution égale à 3 en premier. Vous cherchez une solution égale à 1. Et donc, si vous appliquez, vous avez deux possibilités. Ou bien vous appliquez la formule de l'algorithme de Kleene, ou bien vous voyez la solution. Ce n'est pas toujours de voir une solution particulière. Alors ici, elle est un peu facile, mais il vaut mieux suivre l'algorithme de Kleene. Donc vous avez 4 fois 25 moins 3 fois 31 est égal à 1. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc vous avez égal à 1. Ensuite, il faut obtenir 3. Donc on multiplie tout par 3. Et vous avez 2 fois 25 moins 9 fois 33 est égal à 3. Maintenant, le reste, c'est facile. On fait la différence avec l'équation de départ. Et nous avons 25, y moins 2 plus 33, x plus 9 égale à 0. Ensuite, on utilise le théorème de Gauss qui va nous donner x et y en même temps. Et donc, vous avez la solution de l'équation diophantienne. Il y a une infinité de solutions. Et nous, on cherche seulement les solutions comprises entre 0 et 200. Donc, il suffit d'encadrer. C'est un travail d'encadrement et ça va vous donner la marge, l'intervalle où varie K. Donc, K, il est compris entre moins 8, et moins 0, donc les solutions possibles pour K qui est entier, c'est moins 1, moins 2 jusqu'à moins 8. Donc il y a 8 solutions. Monsieur, Oui, si on a K entre 0 et, par exemple, entre 0 et 8,36, oui. combien de solutions est-ce qu'on a? Est-ce que entre 0 strictement ou bien égal? Non, égal. C'est-à-dire K peut être égal à 0. Oui. Donc 0, 1, 2 jusqu'à 8. Donc vous avez 9 C'est solutions. 9. Oui. Parce que j'ai mis K entre 0,36 et 8,36. Oui, 0,36, il ne peut pas être égal à 0. Le premier terme, c'est 1.
Parce que K, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que K peut être égal à 0? Non, parce que K doit être supérieur à 0, quelque chose. Ah, ok, merci. Parce que K supérieur à 0, ça veut dire que le premier cas possible, c'est K égale à 1. Donc, vous avez K égale à 1 jusqu'à 8. Donc, il y a 8 solutions. Et donc là, comme vous voyez, ce sont des exercices techniques. Il suffit de connaître le cours, de s'habituer un petit peu, mais ce ne sont pas des questions difficiles. Mais il faut connaître quand même ces techniques. Donc ça, c'est la question 3. On va passer à la question 4. La question 4, là, vous avez 3 applications, FGH, et on suppose que FGH est injectif, et GHF, il est surjectif. Donc, celui qui ne connaît pas les règles de l'injection et de la surjection, bien sûr, ne va pas pouvoir le faire. Donc, lorsqu'on dit FGH injectif, c'est toujours le terme à droite qui est injectif. C'est-à-dire, vous pouvez considérer le terme à droite, vous pouvez considérer c'est H, ou bien G rond H. Les deux sont des termes à droite de F. Donc, lorsque vous dites qu'il est injectif, vous pouvez déduire deux choses. H, il est injectif, et G rond H aussi, il est injectif. Lorsque vous dites que GHF, il est surjectif, c'est le terme à gauche. Donc, vous avez G ou G rond H. Les deux sont surjectifs, parce que ce sont des termes à gauche. Et donc, vous avez H et G rond F injectif, G et G rond H surjectif. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Parce que G rond H, il est en même temps injectif et surjectif. G rond H bijectif. Donc, G rond H, il est bijectif, et donc on peut parler de l'application réciproque, W-1. L'application réciproque, elle est aussi injective et surjective. Alors maintenant, nous avons par hypothèse F rond G rond H, elle est injective. Et W-1, bien sûr, bijective, donc elle est injective. Vous composez deux applications injectives, vous obtenez quelque chose d'injectif. Donc F rond W-1, c'est égal à F, elle est injective. W, c'est G rond H qui est bijective. Ensuite, vous avez W rond F, elle est surjective. Et W-1, il est surjectif. Donc, vous composez, vous obtenez F. Donc, F, elle est à la fois injective et surjective. Exactement. Donc, vous avez F qui est à la fois injective et surjective. Donc, nous avons obtenu deux applications bijectives. G rond H et F. Mais dans les réponses, G rond H ne figure pas parce que la question, c'était quelle est l'application qui est bijective. Alors, l'application qui est bijective, il y a seulement F. F, elle est bijective. Oui. Les autres, on ne sait rien. G rond H, oui, mais il ne figure pas dans les réponses. Donc, la seule fonction qui est nécessairement bijective, c'est F. Voilà. J'ai une question. Oui? Monsieur, est-ce qu'on peut dire que lorsque G rond H est bijectif, alors H rond G est bijectif? Est-ce que H rond G bijective? Lorsque G rond H bijectif. C'est-à-dire que vous avez G rond H bijective. Est-ce que H rond G bijective? Oui. D'une façon générale, non. D'une façon générale, si G rond H est bijective, on ne peut pas déduire que H rond G est bijective. Ce n'est pas commutatif. Mais si vous travaillez, par exemple, dans un cadre particulier, vous travaillez, par exemple, avec des applications linéaires entre espaces vectoriels, en dimension finie. Si G rond H est bijective, alors on en déduit que G et H, les deux sont bijectives. Mais c'est des cadres particuliers. Lorsqu'on travaille dans des espaces qui sont finis. Lorsque vous travaillez avec des espaces vectoriels en dimension fine. Ok. Mais si vous travaillez dans des espaces vectoriels
avec des homomorphismes en dimension infinie, on ne peut pas dire que c'est-à-dire G rang H est bijectif, alors H rang G est bijectif. Non, on ne peut pas le dire. On peut donner des exemples. Nous avons donné déjà un exemple sur N qui vous donne ça, qui vous donne G rang H bijectif, mais H rang G n'est pas bijectif. On trouve même que G rang H, c'est l'identité. Il est bijectif. Mais H rang G n'est pas nécessairement bijectif. Si vous travaillez aussi avec des ensembles finis, ce n'est pas dimension finie, un ensemble fini qui contient un nombre fini d'éléments. Là aussi, bijective, elle est équivalente à injective et surjective. Mais c'est des cadres très particuliers. Mais qui sont aussi bien, il faut le connaître. Lorsque vous travaillez dans des ensembles finis, le fait qu'ils soient injectifs, surjectifs et bijectifs, c'est la même chose. Monsieur, dans notre exercice, on peut le dire. Non, ici c'est général. La question c'est très général. On ne peut pas donner des réponses partielles. Là, la question elle est très générale. L'ensemble il est général, les applications sont générales, donc il faut donner une réponse générale. Voilà. Alors, on arrive à la question 5. Et là, comme je le dis toujours, il faut oublier l'ordre que vous connaissez sur N. Parce qu'on vous donne un nouveau ordre. Donc, c'est celui qui a donné l'ordre qui est responsable. C'est-à-dire, on va oublier l'ordre naturel. On va oublier l'ordre naturel et on va travailler avec un ordre qu'on donne dans l'exercice. Donc là, vous avez N. Donc, il faut oublier, parce que vous allez être embrouillé si vous suiviez les deux ordres en même temps. Donc, l'ordre qu'on donne, le plus grand élément, c'est 1. Et ça descend. 1, il est supérieur à 3. 3 supérieur à 5. 5 supérieur à 7. Donc, les nombres impairs, ils sont rangés dans le sens contraire. Où est-ce qu'ils sont les nombres pairs? Les nombres pairs, ils sont tous inférieurs au nombre impair. Et donc, les nombres pairs, le plus grand élément, c'est 0. Et ça continue par 2 à 6. Donc, vous avez deux choses. Les nombres impairs sont dans l'ordre décroissant, les nombres pairs aussi dans l'ordre décroissant, et tous les nombres impairs sont supérieurs aux nombres pairs. Donc, il faut bien imaginer cet ordre-là avant de répondre aux questions. Voilà. Donc, avec cet ordre-là, avant de voir la question, est-ce que les nombres impairs sont minorés? Impairs. Ils sont minorés par tous les nombres impairs. Oui. Il y a un plus grand minorant, c'est 0. Donc, les nombres impairs, ils sont minorés. Et il y a un plus grand minorant, c'est 0. Maintenant, si vous prenez les nombres pairs, est-ce qu'ils sont majorés? Oui, ils sont majorés par tous les nombres impairs. Est-ce qu'il y a un plus petit majorant pour les nombres pairs? Non. 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 Donc là, la partie des nombres pairs, elle est majorée, mais il n'y a pas de plus petit majorant. Donc, il ne possède pas une borne sup. Les nombres... voilà, les nombres impairs, tout ça, on peut le voir sur le graphe. Les nombres impairs, est-ce qu'ils sont majorés? Non. Oui, majoré par Ils sont 1. majorés Oui, par 1. parce que 1, c'est le plus grand élément dans cet ordre-là. Donc, une fois que vous compreniez l'ordre qu'on vous donne, on va voir les questions. La question, on vous donne deux parties. On vous donne L et K. Alors, L, il est formé par les puissances de 6. Vous voyez dans le partage, vous avez 6 qui est supérieur à 6 au carré, qui est supérieur à 6 au cube, parce que ce sont des nombres pairs.
K, c'est formé de nombres impairs, ce sont les puissances de 3. Vous avez 3, 3 au carré, 3 au cube, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez placer L et K dans le même dessin, donc vous avez les nombres impairs 3, 3 au carré, 3 au cube, ils sont supérieurs au nombre pair. Papi, tu peux me prêter ton stylo, s'il te plaît? Bien sûr, le voici. Merci. Tu veux aussi un papier? Oui? Je te donne un papier. Tu vas faire un dessin Oui. que je vais montrer aux étudiants. D'accord? Voilà. Donc si on n'est pas à la fac, donc chacun de nous il est chez lui, avec la famille ou avec les amis. Donc c'est d'autres conditions. Donc vous avez L et K. Donc K il est formé seulement par des nombres impairs. Et L, elle est formée par des nombres pairs. Donc déjà, L, elle est inférieure à K. Tous les nombres qui se trouvent dans L, ils sont inférieurs aux nombres qui se trouvent dans K. Et donc, si vous regardez K, est-ce qu'il est minoré? Dans N, il est minoré par tous les nombres pairs. Sont des minorants de K. Et quel est le plus grand minorant de K? C'est 0. Oui. Si vous mettez K à l'intérieur de N, alors K, il est minoré par tous les nombres pairs. Et il y a un plus grand minorant, c'est 0. Et donc K possède une borne inférieure. La borne inférieure de K, c'est 0. Donc, si on regarde les réponses, vous avez K admet une borne inférieure, c'est ça la réponse correcte. Est-ce que L admet une borne inférieure? Non, parce que L n'est pas minorée. Donc la deuxième réponse, elle est de loin, elle est fausse. Est-ce que N admet un plus petit élément? Oui. Non, avec cet ordre-là. Avec cet ordre. Il n'y a pas de plus petit élément. Non. Parce que vous voyez la chaîne, ici, la chaîne que j'ai écrite, vous avez 0 supérieur à 2, supérieur à 4, supérieur à 6, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de plus petit élément dans N avec cet ordre-là. C'est pour cette raison que je vous dis, il ne faut pas mélanger entre l'ordre naturel et un ordre qu'on vous donne dans un exercice. Donc, N n'admet pas un plus petit élément. Mais c'est l'admet le plus grand élément. C'est 1. Dans N, avec cet ordre-là que nous avons choisi, 1 c'est le plus grand élément. Bien sûr, suivant l'ordre que nous avons donné. L'ordre qui est écrit dans la première ligne de la question, vous avez 1 supérieur à 3, supérieur à 5, supérieur à 7, et tout ça, c'est supérieur à 0, supérieur à 2, supérieur à 4, et ainsi de suite. L'ordre naturel, vous avez un seul infini. Vous avez 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Là, il y a deux infinis inversés. Il y a l'infini des nombres impairs et il y a l'infini des nombres pairs. Donc, pour cet ordre-là, K n'est pas, N n'avait pas un plus petit élément. Alors, K, est-ce qu'elle est majorée? Bien sûr, elle est majorée par 3. C'est même le plus grand élément de K. Vous voyez dans le partage, 3, c'est le plus grand élément de K. Donc, la réponse K n'est pas majorée, c'est faux. 6 est un élément minimal de L. Et non, 6 est un élément qui est maximal. C'est le plus grand élément de L. Le 6 dans l'écriture de L, c'est le plus grand. Et donc, 6 n'est pas un élément minimal de L. Et donc, la réponse correcte, c'est A. Donc, la réponse correcte pour la question 5, c'est A. Voilà, donc nous avons fait 5 questions. Si vous avez des commentaires avant de continuer.
Monsieur, Oui. pourquoi 1 n'est pas la borne supérieure dans n? Pourquoi 1 n'est pas la borne supérieure sur n. ici, sur N, 1, c'est le plus grand élément. Donc, c'est la borne sup. Dans N, vous voyez dans l'ordre que vous avez ici, 1, c'est le plus grand. Donc, c'est le plus grand, c'est un élément maximal, c'est tout ce que vous voulez. Parce que 1, ici, il est vraiment, c'est le sup de tout ça. Donc, 1, c'est le plus grand élément. D'accord, merci. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de commentaires, on va passer à la question 6. Alors là, on peut faire le dénombrement. Ce n'est pas de toutes les applications qui vont de l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée, mais seulement les applications qui vérifient une condition. Quel est l'ensemble de départ? C'est l'ensemble des parties de E. E, il contient 3 éléments. Donc, combien il y a de parties de E? Et oui. C'est 8, parce que c'est 2 à la puissance 3. Donc, vous avez 8 éléments avec l'ensemble vide. Si vous enlevez l'ensemble vide, combien il reste dans l'ensemble de départ? Il reste 7 éléments. Donc, il y a les singletons. Le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3. Les paires, il y a 3 paires. Et E. Donc, il y a 7 éléments dans l'ensemble de départ. Et combien il y a d'éléments dans l'ensemble d'arrivée? Il y a 3. Si on vous demande, si la question était quel est le nombre de toutes les applications qui vont de P de E moins l'ensemble vide vers E, quel est le nombre? Sans aucune condition sur F. Toutes les applications. Donc, nous avons déjà donné une formule dans le cours. C'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée à la puissance, le cardinal de l'ensemble de départ. Donc, le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est 3 à la puissance 7. Donc, 3 à la puissance 7, c'est le nombre de toutes les applications. Mais maintenant, la question, ce n'est pas ça. La question, quelles sont les applications qui vérifient F de la partie appartient à la partie? Papy, j'arrive pas à faire un dessin. Lorsque je vais terminer, je vais t'aider, d'accord? D'accord. Donc là, on cherche les applications qui vérifient une condition. L'image de la partie, il doit appartenir à la partie. Tiens. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, on va partager le dessin pour que vous compreniez. Voilà. Voilà le dessin. Donc là, on cherche les applications avec une condition. On veut que l'image, par exemple, de la paire 1, 2, il appartient à 1, 2. Donc, il y a combien de choix pour choisir l'image de 1, 2? Il y a 2 choix. Ou bien 1 ou bien 2. Je ne peux pas lui donner l'image 3. Quelles sont les possibilités pour l'image de 1? Parce que la condition, il faut que l'image de la partie appartient à la partie. Donc, le singleton 1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient seulement 1. Quelle est l'image possible pour ce singleton? C'est seulement 1. Il n'y a pas beaucoup de choix. Lorsque je veux associer l'image du singleton 1, je n'ai que la possibilité 1. Parce que il nous a demandé dans la question que l'image de la partie doit appartenir à la partie. Donc l'image de la partie 1, c'est 1. Il appartient à la partie. L'image du singleton 2, il ne peut avoir qu'un seul choix, c'est 2. L'image du singleton 3, il y a un seul choix, donc je ne peux pas faire autre chose. Mais lorsque je vais donner l'image de 1, 2, là, j'ai le choix de lui donner ou bien 1 ou bien 2. Donc j'ai 2 applications possibles pour associer l'image de 1, 2. 1, 3 aussi, j'ai la possibilité de lui associer ou bien 1 ou bien 3. Donc voilà, les choix, ils vont être multipliés. Le choix entre 1, 2, les choix entre 1, 3, les choix entre 2, 3. Quelle est la possibilité de l'image de 1, 2, 3? C'est 3 choix. 3. Donc, 1 ou bien 2 ou bien 3.
Donc là, lorsque je veux donner un exemple d'application qui vérifie la condition f de x appartient à x, par exemple, l'image de 1, 2, 3, c'est 3. Donc 3, il appartient à la partie 1, 2, 3. Donc là, si je veux faire le dénombrement de toutes les applications qui vont de cet ensemble vers l'arrivée E, il y a 2 choix fois 2 fois 2 fois 3. Donc c'est 8 fois 3, c'est 24 possibilités. Je ne vais pas m'amuser à écrire toutes les applications, j'ai seulement, avec la réflexion, je déduis quel est le nombre de ces applications-là. Je peux, par exemple, vous donner des exemples d'applications. Par exemple, l'application qui a 1 fait associer 1, 2 fait associer 2, 3 fait associer 3, à 1, 2, je fais associer 1, à 1, 3, je fais associer 1, à 2, 3, je fais associer 2, et 1, 2, 3, je fais associer 1. Ça, c'est un exemple. Mais j'ai fait des choix. Chaque fois que je veux écrire une application qui vérifie cette condition, je dois me restreindre. Je dois respecter la condition f de x appartient à x. Et donc, si je veux faire le dénombrement de toutes les applications qui vérifient cette condition, il y a exactement 24. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites. Alors, on va passer à la question 7. À la fin, si vous avez des questions, vous les posez. On vous donne une proposition composée. La proposition R implique S va impliquer T. Donc, c'est un langage de logique. Et je veux trouver un équivalent de cette proposition-là. Donc, comme j'ai dit toujours, il faut traduire implique A implique B par non A ou B. C'est comme ça qu'on peut arriver facilement au résultat, parce que ou et on peut jouer facilement avec. Donc, Sinon, R implique C ou T. R implique. Donc, Quel est le sinon, R implique S ou T. Voilà, exactement. Parce que A implique B, c'est non A ou B. Donc, vous avez non de R implique S ou T. R implique S, c'est non R ou S. Donc, le non, ça va devenir R et non S. Donc, si vous suivez, vous avez la réponse ici écrite dans la page 4. Donc, vous avez la distributivité de OU sur E, et ça va vous donner R ou T et S ou T, S bar ou T. Donc, tout est écrit. Donc, on trouve que R bar implique T et S implique T. Donc, pour éviter l'implication qui présente un problème, on la traduit, A implique B, on la traduit par non A ou B. Et j'ai le champ libre d'utiliser beaucoup de propriétés. Alors que l'implication, je n'ai pas de propriété évidente. Je dois la traduire avant de travailler avec. Ah, ça marche. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va aller à la question 8. Voilà. Là, c'est une équation. Il y a un inconnu, c'est x, c'est une partie de e. Donc l'inconnu ici, c'est une partie de e. Et les lois utilisées, c'est la réunion et l'intersection. Donc avant de voir la réponse, on va se poser deux équations plus simples et savoir les résoudre. On va poser deux équations dans un ensemble E avec A une partie de E. La première équation, A union X est égal à B. Donc ça, c'est une équation qu'il faut résoudre. A union X égale à B. Et l'inconnu, c'est X. Alors, je répète la question avant de répondre à la question 8.
on se pose le problème suivant. A union X égale à B. Quelles sont les solutions de ce problème? Tout d'abord, il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Quelle est la condition pour avoir des solutions? A union X égale à B. Je vais l'écrire dans un papier. Alors, A union X égale à B. A union X égale à B. Quelle est la condition pour que ce problème ait des solutions? Il faut que X est inclus dans B. Mais X, on ne le connaît pas, parce que la condition doit être qu'on connaît. C'est la même condition, mais sur A. Parce que A union X égale à B, il faut que A soit contenu dans B. Sinon, il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est la condition pour l'équation A union X égale à B. Il faut avoir une condition, c'est que A soit contenu dans B. Parce que si A n'est pas contenu dans B, il n'y a pas de solution. Maintenant, supposons que A elle est contenue dans B. Donc, le X qu'on cherche, les premiers éléments qu'on doit mettre dans X, ce sont les éléments qui appartiennent à B et n'appartiennent pas à A, pour compléter. Parce que nous avons A, union quelque chose est égal à B. Donc, X, qu'est-ce qu'on doit mettre dans X? Les premiers éléments. Ce sont les éléments qui appartiennent à B et n'appartiennent pas à A. Ça, Oui, c'est... B moins A. Voilà. Donc, chaque solution, il doit contenir le complémentaire de A dans B. Nécessairement. Quelles sont les possibilités pour X? Parce qu'on peut doubler les éléments qui sont dans A. Si X contient des éléments dans A, ce n'est pas grave. Parce que dans la réunion, il y a le double, pas de problème. Ils vont être comptés une seule fois. Donc, X, il va s'écrire tout d'abord comme réunion de deux parties. Tout d'abord, le complémentaire de A dans B. Ensuite, vous prenez n'importe quelle partie dans A. Je vais vous écrire la solution. X, normalement, c'est le complémentaire de A dans B, union n'importe quelle partie P. P appartient à P de A. Voilà la solution générale du problème que nous avons posé. X doit être égal à B moins A, union n'importe quelle partie dans A. Donc, quel est le nombre de solutions de ce problème? Parce que la solution va dépendre de la partie qu'on va prendre dans A. Il y a une partie fixe, c'est B moins A. Mais il y a une partie sur laquelle on peut jouer, c'est une partie de A. Quel est le cardinal de P de A? Le cardinal de P de A, c'est 2 à la puissance. Donc, le nombre de solutions, c'est exactement 2 à la puissance cardinale de A. C'est ça le nombre de solutions de cette équation que nous nous sommes posées au départ, A union X égale à B. Parce que on va s'habituer à deux équations avant de résoudre le problème que nous avons posé. Donc, la première équation facile, c'est A union X égale à B. Une condition pour cette solution, pour cette dissolution, c'est que A doit être contenu dans B. Sinon, il n'y a pas de solution. L'inconnu X, c'est une partie qui doit contenir nécessairement B moins A et il peut contenir une partie de A parce on va doubler les éléments qui se trouvent dans A. Et donc, chaque partie de A, il va nous donner une solution. Chaque partie de A, il va nous donner une solution qui s'écrit sous la forme X égale B moins A union cette partie-là. Et donc, le nombre de solutions, c'est exactement le nombre de parties de A. Donc ça, c'est pour la réunion. On va poser la même équation, mais maintenant avec A inter X. On va poser l'équation A inter X égale à B. A inter X égale à B. Quelle est la condition pour avoir des solutions? A inclus dans B.
C'est le contraire, parce que l'intersection, c'est B. inclus dans A. B inclus dans X, c'est inclus dans B A. inclus dans A. Voilà. Ben, X, on ne le connaît pas, donc B contenu dans A. C'est ça la condition pour avoir des solutions. Sinon, il n'y a pas de solution. Alors maintenant, les solutions, X, nécessairement, il doit contenir B. Parce que B, comme vous avez dit, c'est une partie de X. Donc, il contient B, mais il peut contenir des éléments qui n'appartiennent pas à A. Parce qu'avec l'intersection avec A, on ne va pas les garder. Donc, X peut contenir aussi des éléments qui n'appartiennent pas à A. Parce que l'intersection, c'est les éléments qui appartiennent à A et à X. Donc, je vais prendre une partie Q, et Q, il est contenu dans le complémentaire de A. Et donc, voilà la solution générale de l'équation intersection. Tout d'abord, il faut que B soit contenu dans A. Et deuxièmement, toute solution, elle va s'écrire sous la forme de la réunion de B et d'une partie du complémentaire de A. Donc là, le nombre de solutions, c'est 2 à la puissance cardinale du complémentaire de A. Parce que c'est le nombre de parties du complémentaire de A. Voilà, donc si vous avez compris ces deux équations, parce que l'équation que nous avons, il y a la réunion et l'intersection. Alors, elle est partagée sur l'écran. Vous avez B inter X union A égale à C. Donc, la condition pour avoir des solutions, c'est que C doit être contenu dans A. A doit être contenu dans C. Et donc, comme nous avons dit, le B inter X, il doit être composé du complémentaire de A dans C, c'est 5 seulement, c'est le seul élément qui appartient à C qui n'appartient pas à A, et une partie de Z, une partie de A. Une partie de A qu'on peut doubler. N'oubliez pas que B inter X doit être contenu aussi dans C. Et B inter X doit être contenu dans B. Et donc, c'est ça le raisonnement. Et donc, la solution finale, donc pour l'intersection, pour tout d'abord la réunion, c'est racine de 5. C'est le singleton 5 union une partie de 1, 2. Et T, c'est une partie du complémentaire de B. C'est-à-dire, on mélange les deux équations de tout à l'heure, si vous avez compris. Donc, pour Z, il y a 2 au carré, c'est le cardinal. Et pour T, c'est 2 à la puissance 4. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 2 au carré fois 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 6. Donc, toute solution du problème, il doit s'écrire sous cette forme-là. Vous pouvez, pour bien comprendre cette question, vous faites les deux équations que je vous ai données, vous les répétez 2 fois, 3 fois, comme ça, vous allez comprendre. L'équation A union X égale à B, et l'équation A inter X égale à B. Si vous comprenez bien l'idée, vous allez résoudre facilement l'équation où il y a l'intersection et la réunion. Alors maintenant, la question 9, il faut prendre la négation. Donc la négation, normalement, c'est technique. Le premier travail, c'est il existe X appartenant à R, quel que soit il existe Y positif, tel que l'intersection de A avec l'intervalle X mod Y, X plus Y est égal à ensemble vide. C'est ça
C'est ça la négation. Maintenant, pour choisir la réponse correcte, il faut bien traduire qu'est-ce que ça veut dire l'intersection égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire tout élément dans A, il n'est pas dans l'intervalle. C'est ça l'intersection égale le vide. C'est-à-dire quel que soit Y appartenant à A, Y n'appartient pas à l'intervalle. Ça veut dire que Y moins X, en valeur absolue, c'est supérieur ou égal à Epsilon. Donc c'est la réponse E. Il existe X appartenant à R, il existe Epsilon positif, tel que vous avez, quel que soit Y appartenant à A, vous avez Y moins X supérieur ou égal à Epsilon. C'est la négation. Donc, les premières négations de quel que soit il existe, c'est mécanique, c'est technique. Il vous reste la proposition P, il faut la traduire. Égale l'ensemble vide, qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, c'est la dernière question. Vous avez des propositions et savoir laquelle il est vrai. Et on travaille avec des fonctions. Donc, c'est l'étude de la fonction. Ah oui. C'est la méthode générale la plus efficace. Il ne faut pas perdre du temps, sauf s'il y a une réponse évidente. Mais normalement, pour savoir ce qui se passe avec la fonction x plus 1 sur x carré plus 1, la meilleure façon, c'est de l'étudier. Parce qu'en l'étudiant, vous regardez est-ce qu'il est majoré, est-ce qu'il est minoré, est-ce qu'il y a des éléments qui vérifient certaines propriétés. Donc, si vous prenez le graphe, j'aimerais bien voir le graphe partagé. Voilà le graphe. C'est ça le graphe de la fonction x plus 1 sur x carré plus 1. Donc, vous voyez que quel est l'inf des valeurs de f de x, c'est-à-dire de x plus 1 sur x carré plus 1. Quelle est la valeur minimale? Parce que cette fonction, il a une valeur maximale. C'est en haut, vous la voyez. Donc, vous avez une valeur maximale de la fonction. Donc, la fonction, il a un extrémum, c'est un maximum. On a un point alpha qu'on peut calculer en étudiant les variations de cette fonction. Donc, il ne dépasse pas cette valeur-là. Mais si vous regardez les valeurs inférieures, est-ce qu'il atteint 0? La fonction, il n'atteint pas 0. Mais la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de cette fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Oui. Et donc, cette fonction n'admet pas un minimum. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel A supérieur à 0, ça ne représente pas un minimum. Parce que la fonction, elle va descendre au-dessous de A. Quand vous regardez dans le dessin, vous avez n'importe quelle valeur positive, strictement positive A, la fonction, elle va descendre au-dessous de cette barre. Parce que la fonction, il tend vers 0. Je ne peux pas la minorer par A. L'inf de f de x avec x positif, c'est 0. Donc, la fonction n'admet pas un extrémum, un minimum. Le minimum, il est atteint en plus l'infini, c'est 0. Et donc, si vous considérez la réponse, la première réponse qu'on vous donne, c'est la réponse A, le sens de la réponse, c'est que la fonction f de x possède un minimum strictement positif. Non, tu vas tomber. Donc, la fonction, on ne peut pas la minorer par un nombre strictement positif. Parce que si vous mettez a inférieur à x plus 1 sur x carré plus 1, quel que soit x positif, il suffit d'aller à l'infini, vous faites tendre x vers plus l'infini, vous trouvez que 0 est supérieur ou égal à a. Vous passez à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez trouvé une contradiction. Donc, la réponse A, elle est fausse. Il n'y a pas de minorant pour la fonction f sur 0 plus l'infini. Quelle est la négation de A? Parce que si A elle est fausse,
La négation, elle est vraie. La négation, c'est quel que soit A, il existe x positif, tel que x plus 1 sur x carré plus 1 soit inférieur à A. Alors là, la réponse correcte, c'est D. C'est exactement plus ou moins la négation de A. Parce que la négation de A, il faut mettre inférieur ou égal, mais ça revient à la même chose, parce que c'est quel que soit A. Donc, comment voir ça sur le graphe? Que D, c'est la réponse correcte. Parce que la fonction, elle tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, vous prenez n'importe quelle valeur positive, vous prenez n'importe C'est pas quelle... E. Oui, La réponse, c'est pas E. la réponse, ce n'est pas... Parce que E, c'est avec une autre fonction. Il faut étudier cette fonction. Mais la réponse, elle est fausse. La réponse E, la fonction que vous avez, pourquoi elle est fausse? Pourquoi? Alors, je vais vous dire. Est-ce que je vais avoir du dessin ou non, du graphe? Vous avez, il existe x tel que x carré plus 1 inférieur à A. Voilà. Parce que la fonction, il admet un minimum. Je vais vous la tracer, j'espère que je l'ai ici. Voilà. Je vais vous montrer un peu le graphe, comment il est. Vous allez comprendre. X, voilà, Y. Voilà le graphe de la fonction, la deuxième fonction. Donc, il admet un minimum ici. Je vais le tracer. Un point alpha, c'est bêta. La fonction, il admet un minimum. Il ne peut pas descendre au-dessous de bêta. La fonction, il vient, il descend jusqu'à, en x, il prend la valeur bêta, et il va vers l'infini. Donc, il ne peut pas prendre des valeurs aussi petites qu'on veut. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, la réponse E? Quel que soit A, il existe x tel que la fonction inférieure à A. Donc, il suffit de prendre A ici. Le résultat est fou. Si vous prenez le résultat A ici, il n'y a pas de x tel que f de x inférieur à A. Oui. La fonction, il est toujours supérieur ou égal à bêta. Donc, l'essentiel, c'est L'essentiel, c'est, lorsque vous avez une fonction comme ça compliquée, il faut tracer la fonction pour pouvoir répondre oui. Ça, c'était de hier. Ah oui, ça, c'était d'hier. C'est vrai. Et ça, comment... Il suit bien la leçon parce que hier, j'avais un cours de topologie avec S5. Je leur expliquais des choses. Et donc, tu vas faire les maths ou la médecine. Ça, les maths. Tu aimes les maths, l'ingénierie. C'est très bien. Mais c'est trop difficile de faire ça. C'est très difficile. Vous êtes d'accord avec elle, n'est-ce pas? Il dit que les maths, c'est très difficile. Voilà. Donc, pour pouvoir répondre à des questions qui contiennent des fonctions, il faut faire le graphe. C'est la meilleure façon pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un s'est amusé pour voir quelle est la note qu'il va obtenir? 14. Ah, très bien. Inch'Allah, vous allez avoir plus parce que ça, c'est un examen qui contient des questions difficiles. Mais à l'examen, pour cette année particulière, je ne pense pas poser des questions. Normalement, je pose 2 questions, 3 questions qui sont un peu délicates pour distinguer entre les étudiants. Mais cette année-là, je ne vais pas le faire parce que les conditions sont extrêmes. Papi, Oui. J'ai aussi un bureau, moi. Ah, très bien. Comme les étudiants. Tu es vraiment génial. Et moi, je sais faire aussi ça. Très bien. Et après, ça va être aussi moi la maîtresse. Les maîtresses, c'est des filles. Les maîtres, c'est des garçons. Oui, c'est vrai. Voilà, mes amis, je reste avec vous si vous avez des questions de cours ou des commentaires sur Moi, j'ai des examen. questions. J'ai une question. Monsieur, comment on peut résoudre une équation dont l'inconnu est une application?
Ah oui, mais là aussi, c'est un monde qui est très, très large. Ce n'est pas facile. Donc, le premier type de ce genre d'équations, ce sont les équations différentielles. Une équation différentielle, c'est une équation avec l'inconnu, une fonction. Vous cherchez une fonction f qui vérifie, par exemple, f seconde au carré plus f fois f prime moins 2 fois f est égal à sinus x. Ça, c'est une équation particulière. C'est une équation, on dit différentielle. Pourquoi? Parce qu'il utilise les dérivés. Il y a aussi des équations intégrales, où l'inconnu, c'est une fonction, mais les outils sont des intégrales. Papi, Attends, Huva. Il y a aussi des équations qui ne sont ni différentielles, ni, par exemple, quelles sont les équations, quelles sont les fonctions qui vérifient f de x au carré, c'est égal à f de x le tout au carré, par exemple. Là, le monde de ces équations, vraiment, c'est très, très large. Donc, assurez-vous, ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Vous pouvez avoir des équations plus ou moins difficiles. D'autres questions? Des commentaires, des soucis? Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah, bihawlillah. La prochaine, c'est le jeudi à 10h15.